La chance, c'est la rencontre entre la compétence et l'opportunité. Moi, aujourd'hui, j'ai des compétences en immobilier et l'opportunité, je me la crée. Franchement, si je peux pousser les gens qui nous écoutent et qui veulent un petit peu faire une vraie action qui est vraiment game changer sur la fin de l'année 2023, il faut passer toutes vos vacances de la Toussaint qui arrive à écumer les agences immobilières, quoi. Il faut visiter. Vous allez peut-être perdre une semaine de vacances, mais c'est pour acheter un bien immobilier qui va porter du fruit pendant 50 ans. Moi, je pense qu'il faut toujours diversifier. C'est jamais tout dans la même ville, jamais tout dans le même quartier, jamais que de la location nue ou que de la courte durée. Et peu importe, même si tu es dans un petit village très reculé, si tu fais quelque chose de propre, de qualitatif et que tu as un loyer qui correspond au marché, Exactement. tout se loue. Personne n'a de vrais arguments pour ne pas avancer, sauf si t'es malheureusement tétraplégique au fin fond d'un lit d'hôpital. Je veux dire, j'ai des élèves qui sont sourds et muets, qui ont des résultats absolument incroyables. J'ai des élèves qui sont en fauteuil roulant, qui ont des résultats incroyables. Vous avez 2 jambes, 2 bras, un cerveau qui marche, vous savez lire, vous avez rien à attendre en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, toutes les infos qu'on a, c'est ce qu'on a bien voulu nous donner, mais en fait, on n'est pas dans les dossiers, on n'est pas dans tout ça. Et si tu veux, c'est une mécanique qui est tellement complexe que moi, je pense qu'il faut simplement indiquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau et leur expliquer vraiment dans la simplicité, quelque part, cette mécanique de taux et quelle est l'influence que ça a sur le marché, le fait que, clairement, enfin, moi, si tu veux, ça fait presque 10 ans que j'investis maintenant et j'ai remarqué qu'on était revenu à la même situation qu'en 2016-2017 où les biens immobiliers deviennent enfin négociables. Et ça, enfin, c'est super intéressant parce que le fait que les biens deviennent négociables, il y a eu une inversion du marché où il y a moins d'acheteurs pour toujours autant de vendeurs. Alors même si aujourd'hui, en octobre 2023, ça se voit pas forcément quand tu vas sur le Bon Coin que tu peux pas forcément constater une baisse de prix. Ça commence un petit peu en fonction des marchés. Voilà, ça commence en fonction des marchés, en fonction des villes, mais après il y a beaucoup de vendeurs qui sont encore dans l'attentisme, qui retardent, alors qu'en vrai, ils baissent pas les prix, mais si tu y vas et que tu proposes vraiment des prix plus agressifs, ils sont enclins à dire oui parce que ils rêvent que d'une seule chose, c'est que leur téléphone sonne pour est-ce que je peux venir voir votre bien. D'où l'intérêt d'aller sur le terrain encore une fois et de pas regarder uniquement le Bon Coin. Ah mais ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que la grande différence entre l'investisseur qui aura du succès et l'investisseur lambda, c'est celui qui est capable de passer du Bon Coin au terrain, quoi. C'est celui qui est capable justement de prendre son téléphone, d'appeler l'agent immobilier ou le vendeur si c'est une vente sans agence et de dire voilà, écoutez, mardi 18h, est-ce que vous êtes disponible et au final de se créer des opportunités parce que c'est en allant visiter, en négociant les biens qu'on peut aussi se créer des opportunités et réaliser de bons investissements. Exactement. Il faut que les gens se rendent bien compte d'une chose, c'est que je lisais ça dans Capital. Il y avait en France, il y a 27 ou presque 28 000 agences immobilières. Il y en a 3 000 qui ont mis la clé sous la porte on l'a vu aussi en l'espace de 6 mois. C'est juste impressionnant en fait. Donc aujourd'hui, si vous avez un agent immobilier, vous dites voilà, ce bien-là, il est à vendre 150 000 € dans votre agence. Honnêtement, moi je le veux à 120 000. C'est lui qui va aller se battre pour la survie de son agence à vous l'obtenir à 120 000. Il vaut mieux qu'il touche des honoraires sur 120 000 que 0 sur 150. Oui, carrément. Et c'est ce que je dis moi quand il y a une agence qui est en charge de la vente d'un bien. C'est je dis clairement aujourd'hui on est partenaires, on a un objectif commun. Vous voulez vendre le bien et moi je veux l'acquérir. Exactement. Donc autant faire un partenariat, mettre tous les arguments possibles pour amener à notre intérêt commun et conclure la vente. Exactement. Ouais, carrément. Donc, on va pouvoir voir tout ça dans cet épisode, rentrer un peu plus en détail dans ces sujets-là. Avant qu'on continue, Rodolphe, là, on est dans un super cadre. On profite de ce mastermind pour pouvoir te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors moi c'est Rodolphe, alias Monsieur Rodolphe, j'ai une chaîne YouTube, je suis investisseur depuis 2014, je possède 27 biens immobiliers et j'accompagne les particuliers qui veulent partager avec moi le chemin de l'investissement immobilier au travers notamment de différentes types d'investissements. Ça peut être location meublée, location nue, location courte durée, colocation, location pour boxer des hangars, location de terrains agricoles, location de forêt, exploitation... Enfin bref, tout est, l'immobilier c'est un domaine qui est assez infini. Ouais. Et d'accord avec ça. Et donc voilà. Ok. Simplement. Bon, nous tu nous l'as un peu expliqué en off ces derniers jours, mais en termes de parcours du coup, comment t'es arrivé toi dans l'investissement immobilier ? Qu'est-ce qui t'a fait mettre le pied là-dedans quoi ? Alors l'investissement immobilier, il s'est un petit peu imposé à moi dans le sens où j'étais vraiment dans le salariat jusqu'en 2013. En 2013, j'ai perdu mon emploi et j'avais commencé à investir un petit peu dans l'immobilier en prévision justement du fait que j'étais assez inquiet par rapport à comment j'allais avoir une retraite, avoir des revenus complémentaires. Je voulais absolument mettre en place des systèmes passifs
Et donc, j'ai signé mon premier achat immobilier en 2013. Après 2014-2015, j'ai enchaîné. J'ai vraiment quitté mon emploi en 2015. Et si tu veux, après, lorsque je me suis retrouvé au chômage, il s'est avéré qu'il y a pas mal de gens qui ont suscité un intérêt pour que je les accompagne, pour que je les aide. Et en fait, la chaîne YouTube est née comme ça. Les premiers échanges avec des personnes désireuses d'obtenir mes conseils est arrivé. Et en fait, j'ai simplement suivi les choses normales. J'ai rien voulu. En fait, j'ai jamais tellement voulu faire de la formation en ligne ou devenir youtubeur ou quoi. C'était vraiment pas quelque chose de répondre prédestiné. à une demande finalement. C'était vraiment répondre à une demande. Moi, si tu veux, au début, en fait, on était un groupe de 10 copains sur un groupe WhatsApp. Et lorsque je roulais pour me rendre au travail ou sur la route pour aller visiter des clients dans le cadre de mon précédent travail de salarié où j'étais commercial dans la climatisation, eh bien, je faisais des vidéos, mais vraiment des vidéos toutes sales. Je mettais mon téléphone portable à côté du levier de vitesse et puis je parlais. Et si tu veux, donc je donnais des conseils, à Thomas, à François, à Martin, enfin à des amis à moi qui étaient sur le groupe. Et puis un jour, WhatsApp a arrêté la diffusion de vidéos. Et c'est revenu après. C'est revenu qu'en 2019, je crois. Non, un petit peu avant, bref. Et en fait, à l'époque, j'avais un ami, Cédric, il avait une chaîne YouTube sur la guitare électrique. Il m'a dit, mais Rodolphe, si tu peux plus nous faire tes vidéos sur WhatsApp, mets-les directement sur YouTube. Et puis après, tu nous transfères le lien en privé sur WhatsApp. Donc je dis, ok, pourquoi pas. Après tout, YouTube, tu fais en haut à droite, clic droit, créer une chaîne. Ça prend 1 seconde et demie. Et puis j'ai commencé à faire une 50aine de vidéos, mais vraiment des vidéos où on voit le lever de vitesse en gros au milieu de la vidéo et puis mon oreille sur le côté, quoi. C'était vraiment pas du tout cadré. Et en fait, la semaine où il y a eu la signification de mon licenciement, il y a des filles qui ont commencé à me poser des questions. Et en fait, sans le savoir, il y a des vidéos qui sont passées en public, qui n'étaient pas en privé. Et là, ma femme m'a dit, mais Rodolphe, c'est super, regarde, il y a des gens qui ont de l'intérêt. Et c'est là où j'ai découvert en fait qu'il y avait déjà d'autres personnes dans le milieu de l'immobilier qui étaient déjà là sur YouTube. J'étais parfois en accord avec eux, parfois en désaccord par rapport à la vision qu'ils avaient sur un sujet. Je me suis dit, j'ai peut-être ma valeur à apporter sur le domaine. Donc j'ai créé la chaîne YouTube de manière immédiate. J'ai commencé à faire des vidéos beaucoup plus pro. Et puis là, il y a une nouvelle aventure dans laquelle je ne savais pas vraiment quelle direction ça allait prendre, ni quelle proportion. Mais en gros, j'avais mon immobilier qui me rapportait quasiment 3 000 € par mois à l'époque, plus 2 000 € de chômage. Je me suis dit, écoute, j'ai pas de temps à perdre. Ouais, t'avais pas trop de risques en fait sur ça. Quoi. Je vais mettre tous les moyens en œuvre. À l'époque, avec ma femme, on n'avait pas d'enfant. Elle avait un salaire. Enfin, si tu veux, on n'a vraiment pas du tout manqué d'argent à ce moment-là. C'était vraiment le moment de prendre le risque. L'opportunité. Voilà, exactement. Carrément. Et je te cache pas que lorsque j'ai dû annoncer à mes parents, qui sont très focus études, que voilà, papa, maman, je vais devenir youtubeur, j'aurais voulu prendre une photo de la tête de mon père surtout. Enfin voilà. Ouais, ils ont dû changer d'avis quand même depuis. Du coup, il a fallu. Ouais. En fait, quand ils se sont vus que les vidéos faisaient beaucoup de vues, qu'il y avait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, que j'avais réponse aux questions et qu'en fait ça suscitait un véritable intérêt et que eux en fait avaient aussi vécu des péripéties avec un investissement qu'ils avaient fait 20 ans auparavant dans un appartement acheté en région parisienne où le locataire est resté pendant 8 ans sans payer, et quand il est parti à coup d'huissier, il a laissé un champ de ruines. Si tu veux, quand tu dis déjà que tu veux faire de l'immobilier dans cette famille, il va dire non, surtout ça marche pas, arrête, tu vas vraiment tomber. Enfin, j'étais vraiment parti sous les pires auspices. Et écoute, malgré tout, j'ai préféré écouter les conseils de ceux qui avaient vraiment eu des résultats flamboyants plutôt que mes parents pour lesquels ça s'était plutôt tourné en écueil. Je pense que c'est un bon conseil de manière générale d'ailleurs d'écouter plutôt les gens qui ont eu les résultats que vous cherchez plutôt que... Ouais, c'est clair. Ouais, après, ça peut être une grosse problématique parce qu'il y en a pas mal pour qui l'entourage ça compte et ils écoutent leur entourage et finalement ils prennent pas forcément les bonnes décisions qui vont avec leur objectif et ça peut les freiner dans leur parcours d'investisseur ou d'entrepreneuriat. Exactement. Et tu vois, c'est pour ça que dans les meilleures recommandations qu'on peut donner, c'est... forcément, ça fait un peu répéter ça, parce que sur Internet, on entend ça à toutes les heures de la journée, mais vraiment, faites attention à qui vous fréquentez, avec qui vous passez le plus de temps. C'est vrai que si tu es salarié de bureau et que tes collègues de travail sont pas du tout branchés dans l'entrepreneuriat et que toi, à côté, tu es en train de lancer plusieurs investissements ou que tu es en train de simplement aménager ton premier appartement que tu vas louer en courte durée, c'est pas forcément à ton travail qu'il faut en parler, même il faut même pas le faire parce que ton patron il pourrait croire que tu es en train de focaliser ton attention sur un autre sujet.
Si dans ta famille, il y a principalement des salariés, tu vas pas forcément avoir une bonne, des oreilles attentives qui vont vraiment te suivre. En revanche, si tu as un copain qui est artisan, qui est, qui est médecin, qui est infirmier, qui a son compte et qui a vraiment un mindset d'entrepreneur, c'est à ces gens-là que tu peux en parler. À la rigueur, il faut même pas perdre son temps à en parler aux autres. Il faut vraiment... ou même se mettre dans des groupes Facebook d'entrepreneuriat, d'immobilier, Exactement. pour essayer de rencontrer des personnes qui ont la même vision et la même envie de réussir dans ce domaine-là. Tout à fait. Il faut, dès que vous avez moi, je sais que 2 fois par mois, j'organise des apéros avec tous mes élèves et tout, partout en France. Et si tu veux, tu remets en fait sous un même toit toutes les personnes qui partagent un but commun. Et souvent, ils te disent, nous, on est un peu seuls dans notre métier. Oui. On peut pas en parler, même parfois à l'intérieur d'un couple. C'est que le mari ou que la femme qui tient le projet et souvent le conjoint ne veut même pas en entendre parler, si tu veux. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que ma femme m'a toujours suivi dans tous mes projets immobiliers, mais elle s'y est jamais vraiment intéressée, tu vois. Je sais même pas si elle connaît l'adresse des biens. Je suis sûr qu'elle serait capable de traverser Avignon sans savoir exactement où est-ce qu'on a un immeuble. Ouais. Donc si tu veux, c'est... Mais voilà, elle me fait confiance, elle me dit, voilà, tu fais ça bien, c'est ta partie. Elle préfère gérer les choses de son côté, tu vois, et à la rigueur, c'est très bien comme ça. Ouais. Moi, il faut juste que quand on fasse un prêt, elle signe Ouais. là où je lui mets un post-it et c'est tout, quoi, tu vois. Ouais, vous avez trouvé votre équilibre comme ça, quoi. Exactement. Et ouais, très bon conseil, de faire des événements et tout. Nous aussi, on en organise très régulièrement sur Toulouse. Et comme tu disais, ça revient tout le temps, en fait. Les gens nous disent, ça fait du bien de venir parler à des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui comprennent ce que je dis, en fait, tout simplement, quoi. Donc, exactement. Un très bon conseil. Exactement. Et tu vois, par exemple, ce qu'on fait là, par exemple, le fait qu'on soit ici dans un séminaire vraiment à taille restreinte, vraiment perdu dans la campagne, je sais même pas dans quel département on est. Presque sans réseau. presque sans réseau, mais en fait, tu es uniquement entre entrepreneurs avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage. Tout le monde a des parcours aussi extravagants que intéressants. Et c'est des moments qu'il faut bénir, vraiment. Ouais. Et moi, je pense que j'ai vécu pas mal de temps en Nouvelle-Calédonie et il n'y avait pas beaucoup d'événements de ce type-là, à part ceux que j'organisais moi. Et en fait, venir ici dans un écosystème effectivement qui est bienveillant, qui est vraiment axé développement et entrepreneur, c'est ça en fait. Il n'y a même pas besoin en fait d'avoir forcément un business en ligne. On peut juste entrepreneur immobilier, mettre en place des gens. Juste, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir parler librement, ouvertement, d'optimisation fiscale, de savoir que tu es sur les mêmes bords que tous les autres, que tu es maître à bord. Je sais pas, c'est extrêmement vivifiant en fait. Que chacun a son lot de galère et que c'est normal aussi. Exactement. Et que c'est pas tout beau tout rose comme on peut l'imaginer ou le voir. Exactement. Moi, il y a un conseil aussi que je peux donner, tu vois, c'est si les gens ils veulent se lancer dans l'investissement immobilier et qu'ils veulent vraiment y consacrer du temps, il faudrait à la rigueur qu'ils essaient, dans la mesure du possible, bien sûr, de modifier leur contrat de travail actuel et de passer peut-être qu'à 80% du temps, donc avoir un jour dans la semaine où ils ne font que ça. Et si c'est de l'immobilier ou autre chose, ça peut être un business en ligne, j'en sais rien, qu'ils aillent dans un lieu de coworking où ils vont fréquenter que des jeunes entrepreneurs ou des jeunes ou des moins jeunes. Je veux dire, tu peux avoir des gens qui ont plus de 60 ans et des gens qui ont moins de 20 ans. Donc, tu as une diversité qui est absolument incroyable. Et lorsque tu prends ton café, lorsque tu fais ta petite pause, tu discutes avec des comptables, avec des freelances, avec des gens qui essaient de monter différents business de tous bords. Et là, en fait, tu es avec des gens qui sont pas du tout dans ton domaine d'activité, mais vous êtes animés la même énergie, de la même foi entrepreneuriale, de la même énergie. Il peut y avoir des synergies à créer et même des opportunités avec des associations possibles sur justement un bien immobilier ou autre. Exactement. Moi, lorsque j'ai commencé à justement à me libérer un petit peu de tout ça, de tout le travail salarial, et que je suis là en coworking, j'ai rencontré des clercs de notaire qui travaillaient à distance, il y avait des comptables, il y avait des huissiers, et j'ai eu plein de conseils. Et franchement, tu développes ton réseau comme ça aussi. Ouais, exactement. Tu montes en compétences, tu gagnes, ton réseau augmente drastiquement. Moi, il y a plein de concepts que j'ai jamais vus sur Internet ou jamais vus dans des livres. Que j'ai dans mon programme de formation qui sont directement issus de l'expérience terrain d'huissier, de clerc de notaire, etc. Bien sûr, ça a une immense valeur. Carrément, mais c'est eux qui savent, chacun dans leur propre domaine. Mais... Exactement. Carrément. Bon, en tout cas, trop cool tous ces conseils. Je pense que déjà vous avez de quoi réfléchir, vous qui nous écoutez. Si on revient au sujet du coup de ce podcast, à savoir
Oui, c'est vrai qu'on a un sujet, ouais. On a un sujet, on a un thème. Parce qu'on parle, dans 2 ans, on est encore là. Non, mais c'est bien, comme ça on a une bonne intro. C'est plus clair pour tout le monde. Et du coup, ouais, donc le thème c'est en fait investir en ce moment, plus précisément peut-être pour ceux qui veulent investir en 2024 ou fin 2023. Parce qu'au final, fin 2024 arrive très vite, mais voilà, pour ceux qui sont dans cette situation-là, avec la situation qu'on connaît des taux et du contexte actuel. Est-ce une opportunité ou une menace? Voilà. Alors en fait, il y a un concept qui est très très simple, qui est directement issu de mon mentor. Alors je pense pas que cette phrase soit de lui, mais on dit il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Et aujourd'hui, en fait, quand tout semble aller mal, c'est vraiment là qu'il faut acheter. Tu vois, c'est comme Warren Buffett quand il achète des actions en bourse, il achète quand ça descend, alors que tout le monde achète quand ça monte. Ce qui n'est pas cohérent en fait quand tu c'est contre-intuitif mais et à la fois normal. Donc en fait, ce que tu peux très bien voir aujourd'hui, c'est que le marché s'est inversé, on est passé sur un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Avant, il y avait beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, donc c'est les vendeurs qui dictaient le marché justement en imposant leur prix. Aujourd'hui, tu as plus de vendeurs que d'acheteurs, donc en fait, c'est les acheteurs qui fixent le marché. Donc les prix immobiliers baissent, pas partout, c'est pas uniforme, mais si tu vas au fin fond de la campagne et que le bien immobilier qui était à 150 000 euros en 2022, aujourd'hui, l'avoir à 100 000 euros, c'est loin d'être impossible. Carrément. Évidemment, je ne parle pas du centre-ville de Bordeaux, ni de choses comme ça, mais dans les vraies villes où tu peux avoir de la rentabilité, en général, c'est ville de taille moyenne. Ville de taille moyenne, où en gros, si tu veux, moi, je me focalise pas trop sur la taille de la ville, parce que les gens, ils ont besoin de se loger vraiment partout. Ouais. Et si tu achètes dans une ville où il y a très peu de tension locative, il faut juste que tu fasses une très très belle rénovation et le peu de tension locative que tu auras, elle sera pour toi. Il faut juste que tu aies le plus bel appartement de la ville. Clairement, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande importante partout en France où on se trouve. Ouais. Et peu importe, même si tu es dans un petit village très reculé, si tu fais quelque chose de propre, de qualitatif et que tu as un loyer qui correspond au marché, tout se loue. Exactement. Carrément, ouais. C'est... Pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, Rodolphe, complètement d'accord que... alors les prix baissent, pas partout, mais en fait, même s'ils baissent pas techniquement sur les annonces ou en agence, en fait, on peut tellement plus négocier qu'il y a des ans que le prix final est vraiment réduit, quoi, parce qu'il y a ça aussi qu'on oublie. Après, moi, si tu veux, j'ai pas changé ma méthode. Déjà, pour terminer, ce que je te disais, c'est qu'il faut... moi, si tu veux, j'essaie de chercher les villes qui pratiquent où les prix moyens sont en général à 2500 € du mètre carré. C'est compliqué d'avoir une rentabilité qui permet un autofinancement avec des taux haussiers. Ouais. Et tu disais moi, c'était par rapport au fait que ça négociait... qu'il y avait le prix affiché et le prix négocié qui est peut-être bien plus important que ce qu'on pouvait trouver il y a 2 ans. Ouais, alors moi, si tu veux, j'ai toujours eu cette ligne de conduite. C'est assez compliqué, hein, mais c'est d'arriver à sectionner des annonces sans regarder le prix. En gros... pourquoi ? Parce que c'est clairement pas le prix que je vais payer, mais je vais vraiment enchaîner les visites. J'ai proposé des prix agressifs, alors parfois au détriment de me fâcher avec le vendeur, même si j'ai quand même tendance à bien choisir mes mots et à expliquer pourquoi je propose ce prix-là. Je pense que l'important c'est de justifier, argumenter l'offre. Ouais, exactement. Pourquoi et moi, si tu veux, si je sélectionne sur une ville quelconque une trentaine d'annonces, je vais faire des appels téléphoniques, je vais filtrer un petit peu suite à différentes questions que je vais poser. Ça va peut-être se terminer par une vingtaine de rendez-vous sur place. Sur les 20 rendez-vous, il n'y a que 10 biens qui vont vraiment m'intéresser. Donc je vais faire des propositions de prix sur 10 biens. Et sur 10 biens, il y en a 1 ou 2 qui vont vraiment sortir au prix. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui me disent « Mais Rodolphe, comment tu fais ? Tu as une chance de cocu, c'est pas possible. Comment tu as réussi à toucher des appartements à 150 000 € alors que véritablement on voit sur meilleursagents.com que ça en vaut 220, 230 ?» En fait, la chance, c'est pas de la chance. La chance, c'est la rencontre entre la compétence et l'opportunité. Moi, aujourd'hui, j'ai des compétences en immobilier et l'opportunité, je me la crée. Je me fais 20 rendez-vous. Je veux dire, 20 rendez-vous. Tu fais du volume, quoi. Je me bloque 4 jours dans la semaine pour faire 5 rendez-vous par jour. S'il n'y a pas des annulations, s'il n'y a pas des choses comme ça. D'ailleurs, quand je me bloque des journées entières de visite, ce que je fais, c'est que je prévois toujours des plannings avec des trous volontairement, parce que si tu t'entends bien avec l'agent immobilier, il peut t'en présenter d'autres. Exactement. Ouais. Écoutez, j'en ai une qui est pas encore en vitrine, qui peut vraiment vous intéresser. C'est une succession. Ils veulent. C'est le notaire qui m'a demandé de faire une estimation. Ça va forcément arriver à la vente, etc.
Et en gros, limite, moi, ça m'est arrivé d'acheter un bien comme ça à Toulon, où je lui ai dit le prix que ça valait et je l'ai eu au prix que je voulais, quoi. Il faut pas négliger ça parce que ça arrive assez souvent. Mais effectivement. Quand on va sur le terrain, ça arrive régulièrement. Mais ça demande de se bouger un petit peu, de prendre sa voiture, de faire des kilomètres. Encore une fois, on en revient à aller sur le terrain. Exactement. C'est pour ça, en fait, dire que tu vas investir avec zéro, c'est peut-être possible d'un point de vue financement, mais vous allez quand même devoir dépenser du carburant, dépenser des rendez-vous, payer des cafés aux agents immobiliers. Du temps. Et du temps. Et voilà, du temps. Donc en fait, faut pas dire que ça coûte zéro. Effectivement, c'est sûr que d'un point de vue financement, tu peux, surtout en ce moment en plus, fin d'année 2023, si on a une grosse info à donner, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes les banques qui n'ont même pas atteint, la majorité des banques n'ont pas atteint la moitié du quota de prêt qu'elles doivent faire, que la BCE leur impose. Et donc, si elles ne finalisent pas des financements avant le 31 décembre 2023, elles vont se prendre des amendes. Donc aujourd'hui, si vous avez juste un dossier qui est un petit peu carré, vous avez le financement. C'est impressionnant. Moi, j'ai des élèves, ils ont réussi à avoir 30 ans de financement plus 3 ans de différé. Crédit sur 33 ans. J'ai jamais réussi à avoir ça personnellement. Et c'est. Alors, tu as quand même des taux à 5,5%. Voilà, ouais, bien sûr. Sur 30 ans, ouais. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, le taux, c'est quelque part, c'est un petit peu une bénédiction ce qui nous arrive parce qu'en fait, on revient en fait dans un cycle normal avec de la croissance. Et moi, je pense que le taux qui augmente, non seulement permet de refroidir un peu les gens qui étaient déjà tièdes, il y a vraiment ceux qui ont la niaque. C'est ce qui fait que tu vas avoir peu d'acheteurs potentiels, donc moins de concurrence et moins de touristes sur les terrains immobiliers. Et plus de négociations. Voilà, tu as plus de négociations. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tu achètes, admettons, là on est au mois d'octobre 2023, donc c'est pas possible de devenir propriétaire du bien que tu visites en 2023. Ça va forcément se faire début 2024, mais il y a 3 mois et demi. En plus, les banques, elles ont tendance elles ont pris un petit coup de fouet, donc elles ont tendance à accélérer un petit peu. Mais en fait, vous allez pouvoir négocier aujourd'hui les biens immobiliers que vous allez acheter. Et quand les taux rebaisseront, possiblement fin 2024, vous pourrez retourner voir votre banquier et dire écoutez, les taux ils sont repassés à 3%. On va faire racheter le crédit par une autre banque ou vous allez baisser le taux. Oui, ou renégocier et du coup baisser les mensualités et augmenter le cash flow. Alors qu'en 2025, il ne sera plus question de renégocier le prix du bien immobilier. Ça sera fini, le vendeur est parti. Donc voilà, je suis désolé, c'est une période, ça fait 5 ans qu'il n'a jamais été aussi propice en fait de faire des opérations immobilières. Alors peut-être que la rentabilité ne va pas être folle tout de suite parce que la hausse des taux fait que, mais si tu regardes en pluriannuel sur 1 an ou 2, lorsque les taux vont rebaisser, que tu vas pouvoir renégocier ton crédit, que les loyers vont augmenter, que l'immobilier va repartir à la hausse. Carrément. Et ce qu'on aime bien dire nous vis-à-vis des taux, c'est que à partir du moment où ton opération en fait elle est rentable avec ces taux-là, en fait on n'achète pas une résidence principale où on va vivre, où on va juste payer de l'intérêt pour payer de l'intérêt. Là on parle d'un investissement, donc si vous avez pris en compte cette augmentation des taux-là dans vos calculs et que malgré tout le bien est rentable, en fait il sera toujours rentable, quoi. Exactement. Exactement, surtout qu'en plus, ce que les gens oublient souvent, c'est là où tu vois que parfois beaucoup de gens ne maîtrisent pas la fiscalité qui gravite autour d'un bien immobilier. C'est qu'aujourd'hui, tu peux retirer de ton exercice locatif les intérêts de ton crédit. Or, les taux, les loyers ont augmenté en moyenne 5% sur l'année. Donc en fait, tu te retrouves dans des biens immobiliers avec une part de crédit plus importante, mais une part d'intérêt que tu vas pouvoir défalquer de manière beaucoup plus intéressante. Donc en fait, le rendement brut a peut-être baissé, mais l'écart entre le rendement brut et le rendement net c'est réduit vraiment à peau de chagrin uniquement grâce à la hausse des taux. Et sans ça, en fait, ça ne fait qu'appuyer. Enfin là, je suis en train de m'auto-convaincre et j'ai pas besoin de le faire. Mais franchement, si je peux pousser les gens qui nous écoutent et qui veulent un petit peu faire une vraie action qui est vraiment game changer sur la fin d'année 2023, il faut passer toutes vos vacances de la Toussaint qui arrive à écumer les agences immobilières, quoi. Il faut visiter. Vous allez peut-être perdre une semaine de vacances, mais c'est pour acheter un bien immobilier qui va porter du fruit pendant 50 ans. Donc ça vaut vraiment le coup, quoi. Puis même au-delà de l'augmentation des taux, de tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même aussi l'amortissement du capital chaque mois qui est remboursé par le locataire auprès de la banque. Exactement. Ouais. Et ça, en soi... Au crédit amortissable. Ouais. Exactement. Des fois, c'est même plus important que le cash flow qu'on peut recevoir. Ça fait partie de l'enrichissement latent mensuel, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu peux percevoir tout de suite parce que c'est qu'en cas de revente et en cas de prise de valeur. Ouais. C'est différé, mais c'est à prendre en compte dans l'enrichissement quand même du patrimoine. Tout à fait. Et en plus, plus tu gardes ton bien dans le temps, moins tu as de fiscalité sur la plus-value latente de ton bien. Carrément. Et
Et ouais, en plus de ça, je pense qu'il y a aussi un truc qui est important à garder en tête, c'est que en fait, on ne sait pas jusqu'à où vont monter les taux, on ne sait pas pendant combien de temps. Donc en fait, si l'idée c'est de se dire je vais attendre que ça baisse et que peut-être ça va baisser dans 2 ans, en fait, ça fait 2 ans de manque à gagner aussi. Ah oui, mais énorme. Sur un bien que vous aurez pu acheter aujourd'hui. Ça serait bien de faire le calcul d'ailleurs. Après, tu sais, des gens qui attendent une décision politique, qui attendent une réforme de la fiscalité, qui attendent. Il y en a, il y a une pierre tombale, il y a marqué machin, mort en 2 machins, il a attendu, tu vois. Enfin, c'est voilà, t'attends. Mais moi, je suis désolé, il faut pas attendre. Hein. Tu vois, nous, on est là, on a à peu près 30 ans, 30-40 ans. Enfin, faut pas attendre. Enfin, je suis désolé. L'arbre avec lequel on va faire, le bois du cercueil qui va mettre sous terre, il est en train de pousser, quoi. Donc, faut pas perdre de temps, quoi. Faut pas. La vie, elle est courte. Et si tu attends 10 ans, tu as perdu 10 ans. C'est 10 ans de succession, 10 ans où tu potentiellement pas acheté 1 à 2 biens par an. T'attends. Ouais, je suis désolé. Enfin, moi, les gens qui attendent, je leur parle pas en général. Non, mais les gens, ils attendent pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un vrai pourquoi. Exactement. Ouais, la motivation est pas assez forte, mais oui. clairement. Ouais, parce que ils sont bien dans le final et ils veulent, mais ils font pas parce que leur vie leur convient finalement. Ouais. Et après, ils vont se retrouver à... Bon, c'est dur à dire, hein, mais sur le lit de mort peut-être avec des regrets. C'est Olivier Roland que j'aime beaucoup qui appelle ça le syndrome des chaussons en ciment. Okay. En fait, t'es bien chez toi, t'es dans tes pénates, mais il faut surtout rien changer parce que la moindre prise de risque viendrait déséquilibrer une petite harmonie très confortable. Mais bon, voilà, après, tu crées pas de richesse pour autant, quoi. Le seul risque, c'est d'en prendre aucun aussi. Ouais, ça c'est le pire des risques, ouais. Moi, ce que j'adore avec l'immobilier, c'est que tu vois, quand t'es salarié, je sais pas, tu t'es payé 3 000 € net par mois, t'as un salaire confortable, ton patron, il paye quasiment 5 500 € pour que toi, t'aies 3 000 €. Il y a des cotisations URSSAF, des machins, enfin, ils cotisent pour ta retraite. Effectivement, tu auras une retraite à 67 ans, 70, 75, je pense, ça dépend à quelle date tu pars. Oui, ça dépend quel âge tu as aujourd'hui parce qu'on n'est même pas sûr que ça arrive. Ouais, c'est clair, exactement. Et ce qui se passe, c'est que ta retraite, elle s'arrêtera le jour où tu mourras, en fait. Tes enfants n'hériteront pas de ta retraite. Ta retraite, le jour où tu mets... le jour où tu es sous terre, c'est terminé, tu vois. C'est termité. C'est termité et terminé. Lapsus, sympa. Non, mais c'est vrai. Alors que lorsque tu as un bien immobilier, non seulement tu auras fini de le payer largement avant ta retraite, il portera du fruit, il aura pris de la valeur, et quand tu mourras, c'est tes enfants qui en hériteront. Donc si tu veux, tu n'auras pas... et tu n'auras même pas eu besoin de cotiser tous les mois pour le payer parce qu'il aura été autofinancé. Enfin, tu vois, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, dans mon activité d'entrepreneur, je cotise absolument pas à rien du tout. Parce que je sais très bien faire de l'immobilier et je préfère, tu vois, là on est devant un château du 19e siècle, il était là bien debout avant qu'on soit né. Et je pense que il est toujours là. Sera encore bien debout lorsque mes arrière-petits-enfants auront eux-mêmes des petits-enfants, quoi. Donc si tu veux, voilà, vous achetez de la pierre, vous achetez un morceau d'histoire, vous achetez quelque chose qui est éternel. Et voilà, mais vous achetez du tangible, tu vois, c'est cette table en plastique qui vont pas terrible. Voilà, c'est pas, ça va pas tenir, ça, tu vois. Non, carrément. Puis je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que, je pense que après ça appartient à chacun de savoir pourquoi, encore une fois le pourquoi vous voulez le faire, mais de prendre du recul sur si ça fait plusieurs années déjà que vous pensez investir dans l'immobilier ou votre projet, et que en fait il y a toujours une excuse différente que vous vous dites pour ne pas le faire, c'est qu'il y a probablement une remise en question à faire. Parce que là, aujourd'hui, c'est les taux. Avant, c'était peut-être les prix. C'était trop haut. Là, c'est les taux. Après, ça va être la fiscalité qui est changeante. C'est ça. Il y aura l'encadrement des loyers, les travaux qui vont augmenter. C'est ça. Ou qui ont augmenté d'ailleurs. Ah, il y a toujours des excuses. Exactement. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, mais effectivement, on en revient au pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que les gens veulent le faire ? Est-ce qu'ils veulent le faire pour avoir plus d'argent, pour... arrêter de compter, arrêter de regarder le prix des aliments lorsqu'ils font leurs courses, pouvoir aider leurs parents à pouvoir avoir peut-être une plus belle maison de retraite, à avoir une personne qui va les aider en permanence chez eux. Quitter leur job. Voilà, quitter leur job, simplement, pas forcément pour être un retraité de la vie ou être rentier, mais c'est pas forcément un terme que j'apprécie parce que je pense qu'en fait, une fois que tu aimes ce que tu fais, tu dois être capable de le faire jusqu'à 100 ans, quoi. Exactement. Donc... mais si ce que tu aimes faire n'est pas du tout rémunérateur, comme je sais pas, faire de la peinture ou quoi, que tu veux peindre pour ton plaisir, ok, c'est très bien, mais
si ça paye pas, il faut quand même un revenu qui paye les factures, quoi. Après, tout ce qu'on vient de dire sur les excuses, en soi, c'est la réalité. Les taux, ils augmentent. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est des réalités, mais c'est de les prendre pour excuses pour pas investir. Tu vois, c'est ça le point. Il y en a juste qui savent pas comment, justement... Après, je pense que, excuse-moi, mais quand t'es vraiment ardent, quand t'es vraiment chaud pour investir... C'est comme quand tu es vraiment chaud pour faire du sport, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve des trompes d'eau, tu prends tes chaussures, tu vas revenir trempé, mais tu vas courir. Ouais, c'est la discipline. C'est de la discipline, exactement. Et donc en fait, c'est un paramètre que toutes les personnes qui affichent un succès notable ont en commun, c'est la discipline. Et fournir l'effort nécessaire pour avoir le résultat espéré. Un effort intelligent, hein, parce que bon, tu peux être très discipliné pour couper ta pelouse avec une paire de ciseaux, hein, mais tu seras toujours plus efficace avec une tondeuse. Hein. Donc voilà, il faut aussi le faire en bonne intelligence, mais si les gens le font avec une méthode et que surtout ils savent ce qu'ils veulent et que tu vois, moi je sais qu'il y a pas mal de formations en développement personnel qui m'ont beaucoup aidé à structurer mes objectifs, parce que le pourquoi était là, le pourquoi était grand. Mais tu vois, le fait de faire un tableau de visualisation, de tous les matins me brosser les dents en me concentrant sur des images, sur les chiffres que je veux atteindre, sur la quantité de patrimoine que je veux, sur le fait de commencer à préparer ma succession. Pourtant, mes enfants, ils ont 8 et 5 ans, mais on a déjà construit les choses avec 2 sociétés. Il n'y aura pas de 3e enfant, en tout cas, c'est pas prévu du tout. Tout est fait pour qu'ils grandissent avec cet intérêt-là. Tu vois, le dernier appartement que j'ai acheté, dernier immeuble que j'ai acheté, c'est ma fille qui l'a choisi. En fait, j'avais 2 biens immobiliers qui étaient en parfait en termes de rentabilité, j'arrivais pas à faire un choix. Et je lui dis, écoute, ma chérie, dis-moi lequel elle avait 7 ans à l'époque. Je lui dis, dis-moi lequel tu veux, parce qu'un jour il sera à toi, donc autant choisis-le maintenant, tu vois. Et elle en a choisi un à Marseille, il y avait un toiletteur pour chien au rez-de-chaussée, au niveau du local commercial, et très bon achat, très bon locataire, tout se passe très bien, tu vois. J'ai juste un locataire, j'entends qu'il part pour faire des travaux, mais à part ça... Bon, comme quoi, à part ça, c'est un très bon bien. Confiez vos choix d'investissement à vos enfants de 7 ans. Exactement. Non, en fait, c'est vraiment une façon de les impliquer dedans. Oui, après, je te cache pas que je suis pas sûr qu'elle ait tout compris, tu vois, de comment ça marche, etc. Mais puis j'essaie aussi un petit peu de les, non plus, enfin, tu vois, pas de les éduquer forcément dans le monde de l'argent ou ce genre de choses, tu vois. J'ai aussi envie qu'ils apprennent par l'effort et par tout en bas, tu vois. Par leurs propres expériences. Mais si tu veux, ce qui est important, c'est de leur montrer qu'on est déjà dans une logique de transmission. Voilà. Parce que moi, dans l'accompagnement que je propose, certes, les gens, je leur montre comment faire de bons investissements, mais il y en a plein, avant de commencer à investir, il faut déjà rétablir le patrimoine en place. Et tu as des gens où ils ont hérité de plein de patrimoine, et ça se passe très très bien ou très très mal en fonction de comment c'est préparé. Ça se passe très très bien dans un seul cas. C'est un fils unique. Et ouais. Voilà. Là, il n'y a pas de débat. C'est assez simple. Et encore, même quand il y a un fils unique, il peut parfois y avoir des choses parce qu'il y a des dettes cachées, il y a des choses. Et en fait, lorsque tu acceptes un héritage, tu acceptes l'actif et le passif. Bien sûr, tu acceptes. Et parfois, le passif n'est pas forcément connu le jour de la signature et ça arrive après, tu vois. Donc, c'est pas toujours des cadeaux. Mais bon, après, tout dépend des relations que tu as eues avec tes parents avant. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu une seule succession avec plusieurs enfants bien se passer. Il y aura toujours des conflits ou des choses. Même quand c'est pensé et préparé parfois à l'avance, c'est compliqué. C'est pour ça. Terrible. Faut bien se dire une chose, c'est que l'argent détruit tout ce qu'il touche. Hein. Donc même les bonnes relations entre frères et sœurs ou quoi, si on a une qui hérite d'un terrain, l'autre d'une maison, et que d'un seul coup la maison a pris beaucoup plus de valeur ou que le terrain est devenu constructible alors que c'était qu'un pauvre terrain agricole avant, il y a x100 de différence entre un constructible et un non constructible. Oui. Forcément, il y a l'autre frère qui devient jaloux et compagnie, et après c'est fini. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'anticiper, ou sinon, moi, ce que je dis toujours à mes parents, c'est qu'ils vendent tout et qu'ils profitent de l'argent dans lesquels ils ont investi et qu'ils en profitent, et nous, c'est à nous, du coup, de construire notre patrimoine, quoi. Exactement. Il y a un Américain qui a prévu de faire ça, justement, de pas du tout déshériter ses enfants, de dire voilà, quand je mourrai, c'est le notaire, tout partira à des associations caritatives. Et les enfants, bon, écoute, ils sont OK avec ça. Après, ils n'ont pas trop le choix. Non, mais je l'ai vu passer. Ouais. Après, on est quand même sur une différence, c'est qu'aux États-Unis, tu peux te faire une fortune plus facilement qu'en France, je pense, parce qu'il y a quand même une fiscalité qui est forte aussi. Il ne faut pas croire qu'elle est forcément facile, mais tu as un mindset qui est très très différent où
la possibilité de réussite fait que c'est peut-être beaucoup plus facile, alors qu'en France, te construire des fortunes. Enfin bon, je dis ça, mais bon, on a quand même des gens comme Bernard Arnault en France, qui juste sur un seul personnage a réussi à faire quelque chose d'incroyable. Mais de manière générale, tu observes qu'il faut quand même plusieurs générations, une succession d'héritiers ultra quali pour créer des empires, tu vois. Ouais, mais je pense que ça vient beaucoup de la culture aussi qui est très différente par rapport à ça, tout ce qui est entrepreneuriat et réussite et tout. C'est que nous, on est plutôt dans une culture judéo-chrétienne où le fait de parler d'argent ouvertement, c'est pas très bien vu, alors que dans la culture qui est principalement protestante dans le milieu du business américain, il y a aucun souci d'argent, quoi. C'est pas le souci. Je sais pas si c'est moi, parce que on a aujourd'hui un réseau qui est constitué de beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs, mais j'ai l'impression que cette mentalité est un peu en train de changer en France, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en train de se créer en micro-entreprise, en freelance. Il y a plus de personnes qui essayent en tout cas de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier, ce qui permet un peu de changer cette mentalité. Après, je pense qu'on reste quand même très minoritaire par rapport aux Français en général. C'est forcément... je pense que ton constat, il est biaisé par le fait qu'on est cerné par des gens qui nous ressemblent. Voilà, tu vois, dans le séminaire dans lequel on est là tout de suite, c'est que des entrepreneurs qui ont tous du succès. Et c'est... Et après, quand on côtoie des gens, après forcément, tu passes un peu de temps sur Facebook, sur Instagram, ça va te renvoyer que des gens qui ont des profils similaires aux tiens. Donc tu dis, super, le monde change. Mais c'est en fait, c'est ton monde, c'est ton écosystème qui change. Ouais. Mais je te garantis que les gens avec qui j'ai encore un petit peu de lien, avec qui j'étais au lycée, qui sont aujourd'hui fonctionnaires ou quoi, ils sont pas du tout dans cet écosystème-là. Peut-être que finalement, si tu regardes un petit peu les statistiques de l'INSEE, peut-être qu'il y a de moins en moins de salariés, de plus en plus de micro-entrepreneurs qui ensuite passent en SARL, URL, etc. Mais il y a toujours eu plein d'entrepreneurs en fait à toutes les générations. Non, mais t'as raison, ouais. Et les entrepreneurs créent des emplois, donc ça crée des nouveaux salariés, donc en fait ça ne sort pas. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup plus de freelance, et ça, je pense que par rapport à ça, tu vois, on peut que féliciter l'invention en fait du statut de micro-entrepreneur. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait mis ça dans son premier mandat, enfin dans son seul mandat, qui avait mis ça en place. Et c'est vrai que ça a vraiment facilité la création d'entreprises. Après, le petit défaut de la micro-entreprise, c'est quand tu te passes de micro à SAS et que là, tu passes d'un statut qui est d'une simplicité exemplaire. Pour le coup, toi, tu avais fait le gap, il me semble, c'est ça. Quand j'ai commencé à faire de la formation en ligne, au début, j'ai commencé en SAS et puis j'ai commencé en micro-entreprise, et on est passé en SAS après. Oui, après, c'est sûr que c'est effectivement, génial. En fait, dès que tu deviens salarié, effectivement, tu as des cotisations, tu as de la CFE, t'en avais avant aussi, mais tu as de l'URSSAF, tu as de l'IS, c'est beaucoup plus lourd. Heureusement, ça ressemble un petit peu à la fiscalité qui peut s'appliquer à l'immobilier, donc j'étais pas non plus dépourvu. Oui. Mais je me dis, tu vois, j'ai une amie qui se lance et qui est micro-entrepreneuse et qui fait uniquement, qui vend des patrons pour faire des robes et de la couture soi-même et tout. Elle, si tu veux, son talent, c'est de créer vraiment des pièces de vêtements. Mais heureusement que je suis là pour la prévenir. Tu dis attention, tu dépasses les seuils de TVA, il va falloir commencer à faire ça. Sinon, elle a aucune info, quoi. Donc, ça devient le gap est un peu compliqué, quoi. Mais bon. Ouais, j'aimerais recentrer un peu sur l'immobilier et parler de l'apport aujourd'hui, la place qu'a l'apport dans un projet immobilier au vu du contexte. C'est vrai que nous avec Thibaut, on dit souvent que aujourd'hui, ça a du sens de mettre un peu d'apport, en tout cas d'apporter les frais de notaire au vu des taux actuels. En 2019-2020, c'était différent parce qu'on pouvait emprunter vraiment pour très peu. Et aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que toi, t'en penses de l'apport dans les projets ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et surtout, qu'est-ce que tu vois concrètement sur le terrain, vu que t'accompagnes quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu vois en fait concrètement sur le terrain ? Alors moi, ce que je vois, c'est que t'as beaucoup de gens en fait qui n'ont pas la possibilité de mettre de l'apport en fait. Tu vois, je veux dire, ça c'est une réalité. Tu fais un achat à 200 000 €, t'as 16 000 € de frais de notaire à sortir. Bien sûr. T'as une écrasante majorité de personnes qui voudraient faire de l'immobilier qui n'ont pas 16 000 € de côté. Donc, dans ces cas-là, tu es obligé de contourner. Donc, soit tu fais un acte en main et t'empruntes la totalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
le banquier peut vous imposer d'apporter les frais de notaire s'il sait que vous avez les capitaux. Oui. Ouais, s'il a accès un peu à l'épargne. Alors que si vous allez je sais pas, au Crédit Agricole et que vous lui dites pas que chez Boursorama ou chez Banque Pop, vous avez de l'apport, il va pas vous les demander puisqu'il sait pas que vous avez ça. Voilà. À la rigueur, ça peut être bien de lui montrer que vous avez un petit peu d'argent, que tous les mois, il y a votre salaire qui tombe, que vous en mettez un petit peu de côté. Allez, montrez-lui qu'il y a 3-4 000 euros. Voilà, ça peut être sain, tu vois, de montrer qu'il y a une somme d'argent rondelette, même si c'est pas énorme. Mais ça peut quand même... Ça peut quand même lui éviter de demander à ce que vous mettiez de l'apport. Après, tout dépend si tu veux faire un investissement qui va rapporter de l'argent plus par la plus-value qu'il va générer ou par le rendement uniquement locatif. Yes. Moi, si tu veux, la situation que j'ai maintenant, c'est que lorsque je veux me diversifier et acheter des biens soit rentables, si on est dans du purement rentable, je mets 0 apport. Vraiment 0 apport. Je respecte vraiment juste l'autofinancement avec une rentabilité brute de minimum 10%. Donc l'autofinancement, tu l'as avec 7,5% en général. Oui. Il faut un petit peu plus. On est plus sur du 8%, 8,2% avec la hausse des taux. Mais il faut qu'il y ait toujours un petit cash flow. Il faut toujours qu'en fait, dans le calcul du banquier, l'investissement pour lequel il va me prêter de l'argent va augmenter mon reste à vivre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une notion. Ça va améliorer ta situation. Après l'investissement, ta situation sera améliorée. Exactement. En revanche, si j'achète un bien immobilier dans le but de faire une plus-value à moyen terme, à 5-8 ans par exemple, là, dans ces cas-là, c'est judicieux de mettre de l'apport parce que si j'ai par exemple, je ne sais pas moi, dans un appartement qui vaut 100 000 euros, j'ai 30 000 euros d'apport à mettre. Aujourd'hui, je ne trouve pas de profil financier suffisamment fiable pour m'apporter autant de rentabilité avec la bourse pour mes 30 000 euros que de les mettre en apport sur mon bien immobilier. Donc voilà, en fait, je vais venir apporter les frais de notaire, voire même 2 à 3 fois les frais de notaire, si c'est un bien qui présente un potentiel de prise de valeur substantiel. Ouais. Mais je sais que c'est un bien immobilier qui va être refait, qui va être très bien, qui va être loué, exploité, qui va être toujours autofinancé. Oui. Et pour lequel, le jour où le locataire quitte le logement et que moi je vais faire passer une décoratrice qui va le homestager, on va faire passer un photographe, on va le mettre en vente et je vais le vendre avec ma plus-value derrière. Yes, voilà. Okay, donc... Et je récupère ma mise. Et en plus avec ça, ce qui est pas mal, c'est que tu peux très bien négocier un crédit in fine sur 10 ans ou ce genre de choses. Ou certes, tu vas payer peut-être plus d'intérêts qu'en crédit amortissable, mais au moins tu facilites l'obtention d'un cash flow puisque tu n'as pas de capital à rembourser. Ouais. Donc tu es toujours en fait dans un reste à vivre positif et tu sais très bien que ce bien-là, quoi qu'il arrive, il peut que prendre de la valeur et il a un objectif de revente de plus-value à moyen terme. Donc si je comprends bien, dans les villes plutôt pur rendement locatif où il n'y a pas forcément de grosses prises en valeur dans le temps ou potentiellement à moyen terme du prix de l'immobilier, vaut mieux limiter l'apport au maximum. Exactement. Et dans les villes un peu plus patrimoniales avec une prise de valeur plus importante dans les années, mettre le cash pour... Déjà, tu as une méthode qui est extrêmement simple pour trouver ce genre de ville. Vous allez sur... Alors, je crois que le site s'appelle projet-SNCF. .fr. Et en fait, tu vois directement partout où il est prévu que des gares TGV qui vont relier Paris ou Lyon ou Marseille, bref, une grande ville, à une ville moyenne qui est actuellement complètement perdue et pour lequel tu peux acheter des biens immobiliers à 1500 du mètre carré. Ouais. Tu sais que ça va mettre, entre le moment où ils mettent, voilà, on va ouvrir, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. On va ouvrir une gare SNCF TGV à Besançon, par exemple. Eh ben écoute, tu peux être sûr que tu achètes à Besançon aujourd'hui, tu es peut-être à 2000 euros du mètre carré ou 2500, je sais pas du tout, je me suis jamais penché. Non, mais c'est un exemple. Je sais la mettre sur la carte, mais je l'ai pas étudié. Une fois de plus, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, tu achètes à 1500 euros du mètre carré. Le jour où le premier TGV relie Besançon à Paris, je sais pas, en 3 heures, ton prix du mètre carré va passer de 1500 à peut-être, je sais pas moi, à 3500, 4000. Ouais. Donc tu auras ce qu'on appelle l'effet Bordeaux. Bordeaux a explosé le jour où le TGV est arrivé là-bas. Ouais, mais c'est comme dans les grandes métropoles, en fonction des quartiers, quand il y a une arrivée de tram ou de métro qui va se créer, le prix de l'immobilier augmente. Exactement. Ouais. Non, et ça, vous pouvez vous renseigner sur les sites de l'urbanisme de votre ville, des mairies, où sont les
où sont les lignes de tram qui vont être faites, où sont, voilà, la SNCF aussi, c'est un bon tips. Bah, la SNCF, c'est extraordinaire. La SNCF, c'est un super truc. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne le savent pas forcément, mais en fait, toutes les villes mettent à disposition complètement ouvertement le développement, les projets qui vont arriver. De toute façon, ils font ça avec de l'argent public, donc ils sont obligés de communiquer. Oui, c'est pour ça. Oui, il y a des enquêtes publiques qui sont réalisées en amont, avant chaque projet. Mais oui, effectivement, c'est important de le redire, Thibaut, que ça se retrouve et on peut l'étudier. Ouais, en fait, c'est pas réservé à des mecs qui auraient des infos. Enfin, je veux dire, oui, secret. Il suffit d'aller voir sur les sites des mairies, en fait, et de fouiller un peu dans la rubrique urbanisme, quoi. Exactement. Et toi, enfin, je sais pas, est-ce que toi, personnellement, il y a des stratégies que tu préfères entre plutôt justement quelque chose de patrimonial où tu vas chercher une valorisation ou du cash flow, ou si t'aimes un peu tout? Alors, il y a j'ai pas forcément de stratégie de prédilection. Ce que je sais, c'est que chaque fois que je dois vendre un bien pour encaisser une plus-value, ça me fait très très mal. Mais c'était prévu en fait. Il faut que je reste fidèle par rapport à l'objectif que j'avais à la base sur ce bien-là. Parce que c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dépensée pour accueillir un nouveau bien dans ton parc immobilier. Mais tu sais que c'est le moment de vendre ton bien immobilier. Et quelque part, tu as fait le crédit in fine qui va en face. Et tu sais que quelle que soit l'échéance, tu vas devoir rembourser une grosse partie. Et voilà, sauf qu'en 8 ans, le 30 000 euros d'apport que tu as mis, il s'est muté en peut-être 100 000 euros de plus-value. Donc, il faut que tu sois clair. Moi, je pense qu'il faut toujours diversifier. C'est jamais tout dans la même ville, jamais tout dans le même quartier, jamais que de la location nue ou que de la courte durée. Ceux qui faisaient que de la courte durée, le jour où le confinement est tombé, je peux te dire qu'il y en a pas mal qui ont... ils ont été pris à la gorge. Ils ont été pris à la gorge, mais voilà, mais en même temps, je suis désolé, c'était complètement imprudent. Même si c'est complètement invraisemblable d'avoir confiné quasiment 4 milliards d'êtres humains sur Terre, il n'empêche que tu reviens toujours au fait que moi j'ai à 90% c'est que des baux longs pour mes locations, et à 10% donc des bails des baux en location courte durée. Le Covid effectivement a généré une petite baisse de chiffre d'affaires, mais ça n'a pas du tout été un problème, quoi. Oui, puis l'importance quand on veut faire de la location courte durée, c'est déjà la base, c'est que ça s'autofinance en location classique. Exactement. Et la courte durée, c'est du bonus. Ouais. Alors moi, ce que je fais, il y a une stratégie que j'aime beaucoup et que je pratique depuis 2 ans maintenant, c'est lorsque j'achète un appartement, que je le rénove complètement, eh bien je vais le mettre en location courte durée dans un premier temps. Donc j'ai demandé à une personne que je vais former pour ça de faire les entrées, les sorties, de faire les communications. Et en attendant, je le mets sur le bon coin en appartement disponible à la location longue durée mais meublé. Et avec un loyer démesurément élevé. Donc si le loyer normal pour cet appartement c'est 600 euros, moi je vais le mettre à 900 ou à 1100, tu vois. Et je vais attendre simplement d'avoir la personne qui est prête à mettre ce loyer-là pour justement avoir justement un appartement de qualité avec vraiment une décoration aux petits oignons, quelque chose qui est vraiment très bien fait, très bien terminé, très bien fini. Et même si je sais que potentiellement il ne va pas forcément rester très longtemps, la différence entre louer ton appartement 1000 euros ou 600 euros par mois, et si la personne est très bien dedans et qu'elle a le revenu qui va avec, elle ne bougera pas. Parce que potentiellement, c'est toi qui proposes l'appartement de 40 mètres carrés le plus beau de la ville. Et j'ai envie de te dire, même si elle bouge au bout d'un an, en fait, tu auras quand même sur un an pris quasiment 50% de plus que... Exactement. Que si tu l'avais loué normalement. Donc au pire, tu changeras juste de locataire après. Voilà. Et après, je suppose que tu loues le logement aussi tout équipé, c'est-à-dire avec la box internet et l'électricité. Exactement. Ouais, le mec arrive et pose ses valises. Exactement. Alors ça augmente forcément la volatilité du locataire. Mais quand la personne est vraiment très très bien, parce que tu vois, on va même jusqu'à la mise à disposition de trottinettes électriques. On apporte vraiment tout, vraiment que la personne soit choyée, qu'elle se sente bien. Il faut vraiment en faire un petit cocon paisible et ultra attirant, tu vois. Moi je pense que y a une époque où j'étais vraiment contre les appartements en rez-de-chaussée, mais une chose qui est très sympa et qui marche extrêmement fort, donc là c'est pas moi qui l'ai fait, mais un de mes élèves, Johan, il a acheté un appartement en rez-de-chaussée dans une ville un petit peu ancienne, et au sous-sol il a aménagé, il a mis un jacuzzi. Et un jacuzzi, ça coûte 1500 euros sur vente privée. Ça coûte pas forcément très très cher. C'est une grosse boîte en plastique, bien habillée. Alors lui, il est carreleur, donc il a quand même fait un truc très joli autour, avec beaucoup de goût. Et en fait, son studio, donc il doit y avoir 20 mètres carrés à l'étage et 20 mètres carrés en dessous,
un petit peu de spa, un petit peu en mode love room qui loue. Donc au début il le louait en Airbnb, maintenant il l'a loué sur mon conseil en location classique. En location classique, mais il doit le louer à presque 1 500 € par mois, alors qu'un studio normal dans cette ville-là, on est sur du 400 € par mois. Wow. Donc, et c'est un ancien local commercial pour lequel il a fait un changement de destination. Ouais. Mais voilà, il a créé quelque chose d'unique. C'est quelque chose qu'on se disait beaucoup de faire, par exemple, les logements style Love Room, typiquement cet exemple-là. Si demain il y a un imprévu ou bref la location courte durée ne fonctionne plus, comment je le reloue en location classique? Il faut enlever le spa pour refaire un logement, tu vois. Là, en l'occurrence, il est loué en location classique. Mais oui, voilà, c'est ce que tu dis. C'est pour ça que c'est possible. C'est étonnant. Ouais. Après, honnêtement, ce qui est bien, c'est que autant tous les logements ne peuvent pas se louer en location courte durée, mais tout ce qui est location courte durée peuvent se louer en location permanente. Ouais. Parce que c'est ce que tu as de plus abouti en termes de finition, en termes d'équipement. Ah oui, ça, à part les trucs très atypiques, parce que du coup, Love Room, pour moi, ça fait quand même partie des biens un peu plus atypiques. Et d'ailleurs, on a fait un épisode avec Anthony et Alexandre. Anthony et Alexandre, ouais, tout à fait, du Creux sur ce sujet-là, où il y a toute une vague maintenant de gens qui font de la location courte durée. Alors, c'est quand même très niché, hein, mais sur des appartements tellement poussés dans leur thème qu'ils ne peuvent être exploités qu'en courte durée. Donc, par contre, là, effectivement, c'est des trucs quand même plus risqués, mais bon, qui vont rapporter du gros cash flow. Et là, effectivement, je pense que là, quand c'est encore tout ce qui est jacuzzi, etc., je pense que c'est encore louable normalement. Mais là, quand ton appartement, c'est la jungle avec un toit végétal, avec des trucs, là, c'est... Après, ça s'y prête bien parce que sur l'exemple de la personne que tu as accompagnée, c'était il y avait un rez-de-chaussée avec le spa et au-dessus, il y avait un autre espace de vie. Ouais. Donc, c'était quand même, si tu as un studio de 20 mètres carrés avec une balnéo dans la même pièce, bon, c'est un peu moyen. Je pense pas que ça fasse le même effet. Tout à fait. Et toi, aujourd'hui, est-ce qu'avec les conditions actuelles, tu trouves ça toujours facile de trouver des projets à cash flow ou pas? Alors écoute, il y en a toujours eu autant qu'avant sur Le Bon Coin. La grande joie d'aujourd'hui, c'est que ces biens-là deviennent enfin négociables. C'est tout. Donc en fait, il faut juste pas attendre en fait. Faut juste pas attendre. Il faut que les gens qui en veulent vraiment se disent est-ce que je peux poser un RTT, je sais pas moi, jeudi prochain, prendre des rendez-vous et puis enchaîner les visites quoi. Ok. Et en fait, faut bien comprendre une chose, c'est que les gens parfois ils savent pas tellement par quel bout le prendre, mais faut juste commencer en fait par une prise de rendez-vous, visiter un bien dans lequel toi tu pourrais vivre de manière temporaire. Tu n'achètes pas ta résidence principale, une fois de plus c'est une notion importante. Et malgré ce que peuvent dire certains banquiers. Et puis après, si ça se passe bien, tu fais ton calcul, tu prends le calculateur, tu fais tes chiffres, tu comprends l'environnement, et puis après, basta, tu proposes un prix plus ou moins agressif. Hein, c'est vraiment à l'achat que tu gagnes ton opération. Bien sûr, toujours. Donc, et vraiment pas hésiter à proposer des prix, qui sont 20-30% en dessous de ce qui est affiché. Hein. En fait, il faut proposer un prix qui est cohérent avec l'opération et avec nos objectifs. Exactement. C'est surtout ça. D'accord. En fait, si tu veux, les gens pensent que en fait, sur Le Bon Coin, le montant qui est affiché, c'est le prix que le bien coûte. Vous voulez l'acheter au prix qu'il vaut. Et la différence entre ce que ça coûte et ce que ça vaut, c'est ce que quelqu'un est capable de mettre financièrement dans un bien pour pouvoir l'acquérir. Ouais. Si ton bien, tu le mets à 150 000 € parce que tu penses qu'il vaut 150 000 €, en fait, t'en sais absolument rien. Pour l'instant, tu crois qu'il coûte. Tu le vends à ce prix-là, donc ça coûte tant de l'acheter. Mais si tu fais 1 an et tu as 0 visite et qu'au bout d'un certain temps, tu as quelques propositions à 125, 130 et compagnie, c'est que globalement, ton bien, il vaut ce prix-là. Et voilà, moi, j'ai pas oublié mes vieilles méthodes. Hein. Quand je me mets en mode recherche immobilière, je vais sur Le Bon Coin, je sélectionne la ville et je prends les dernières pages et je vais chercher toutes les vieilles annonces, tous les biens qui ne sont pas partis, qui sont encore à la vente et qui sont... c'est ce que j'appelle le vendeur fatigué, le vendeur qui en a marre et qui veut vendre. Et aussi connaître un peu le contexte de la vente. Si c'est une succession, parce que la négociation va être différente. Alors ça, honnêtement, aussi. La succession, tu le vois. Oui. Sur les photos, tu le vois. C'est vrai. Je veux pas dire, mais quand tu vois la vieille déco, parfois tu as même encore le lit médicalisé, tu as le déambulateur, tu vois que c'est une vieille personne qui est décédée. Tu dis là,
Ça sent la succession. Mais combien ils sont dans la succession? Parce que plus ils sont nombreux, mieux c'est. Exactement. Ouais. Parce que tu négocies mais souvent, 10 000 euros, s'ils sont 10, ça fait 1 000 euros en moins par personne, quoi. S'ils vendent le bien immobilier, alors que sur la photo, tu as encore les équipements, c'est très très souvent, c'est très fréquent d'avoir encore les équipements médicalisés, c'est qu'ils sont vraiment pressés de vendre parce qu'ils se servent de la vente de ce bien-là pour payer les droits de succession. Et ils ont 6 mois pour payer les droits à date du décès du défunt. Et une vente, ça prend 3 mois, minimum quand tout va bien. Et 3 mois, il faut que le notaire fasse les papiers. Il y a tout un petit écosystème à mettre en place. Et vu que c'est pas un appartement pour lequel ils ont sué pour l'obtenir, et que souvent, s'ils sont 3-4 héritiers, 100 000 euros, tu proposes, ça fait 25 000 chacun. Que ça fasse 25 000 chacun ou 20 000, ils veulent que ça aille vite. Ouais, ils veulent s'en débarrasser. Donc, parce que 20 000 chacun ou 25 000 chacun, c'est un gap de 20 000 euros au total. C'est 80 000 ou 100 000 euros. Et toi, 20 000 euros, d'économie, ça te permet de passer de 8% brut à peut-être 11%. Quoi. Ouais, mais carrément, c'est énorme. Il y a de plus en plus d'agents immobiliers, même de vendeurs aujourd'hui, qui demandent un accord de principe pour justement aller plus loin. Et en plus, aujourd'hui, je trouve que ça y fait énormément d'avoir une simulation. Alors, c'est rien, ça ne veut pas dire que la banque va nous financer, mais rien que d'avoir juste ce papier pour la négociation en disant « Moi, j'ai vu la banque, c'est OK, il n'y a pas de souci ». Ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu l'inquiétude dans le contexte aujourd'hui, c'est énorme, la puissance que ça peut avoir. Ouais. Alors moi, j'ai un très bon banquier, et lorsque j'ai besoin d'avoir justement un accord de principe, par exemple, il va me faire, j'ai besoin, le bien il vaut 250 000 euros, il me fait un accord de principe à 250 000 euros, et il m'en fait un à 240, à 230, à 220. Il me sort une dizaine de pages. Et comme ça, lorsque je suis en négociation et que le bien est à vendre 250 000 euros, j'ai écouté, moi honnêtement, j'ai un tel niveau de fiabilité avec ce banquier qu'aujourd'hui, je mets même plus la condition suspensive parce que je sais que j'aurai le crédit. Ouais. Et donc, je dis, votre bien, il est à 250 000 euros, sauf que vous n'avez pas eu beaucoup de visites, il y a beaucoup de travaux à faire. Souvent, je double, je triple le montant des travaux pour justement faire comprendre aux gens que c'est ce que ça vaut quand il est en bon état. Donc, il faut rajouter 30 ou 40 000 pour qu'il soit en bon état. Et j'ai écouté, moi, je peux vous proposer 180 000 euros. De toute façon, regardez, j'ai une proposition de la banque à 180 000 euros pour me financer, donc je ne pourrais pas aller au-delà. Et en fait, quand tu commences à montrer ce genre de document, c'est comme montrer le chèque. C'est comme montrer un chèque. Il commence à apercevoir les 180 000 Exactement, sur le compte. Là, il voit ça. Et là, ce que tu fais, alors pour le coup, c'était vraiment une proposition à 180 000 euros que j'avais fait pour le dernier bien en date, c'était février dernier. Et pour verrouiller la vente, tu dis, pour vous prouver que je suis vraiment sérieux, tu sors ton chéquier et tu fais un chèque de 20% de la somme à l'ordre de ton notaire. Et ce chèque-là ne sera jamais encaissé parce que les notaires n'encaissent, ils prennent que les virements. Oui, ils peuvent pas. Donc c'est un chèque qui sera déchiré. Le seul but, c'est que le vendeur signe votre lettre d'achat. Il verrouille la vente et là, il se dit, waouh, j'ai un chèque. Quand tu vas à 36 000 euros écrit sur le montant, c'est à l'ordre de votre notaire. Donc c'est un chèque qui finira à la poubelle. Vous pouvez même le faire si vous n'avez pas les fonds sur votre compte en fait. Oui. Et là, clairement, vous pliez la vente. Ouais. Et dans un contexte actuel, avec des agents immobiliers qui... alors je sais que, là je ne vous cache pas, vous risquez d'avoir sous votre podcast des gens qui vont dire « Oui, machin, c'est des méthodes ultra violentes et compagnie ». Je suis d'accord, mais après les gens, ils peuvent aussi refuser l'offre et prendre plus de temps pour le vendre. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Après, il faut qu'il y ait une cohérence en fait dans la négociation. Il faut que ça soit amené de façon correcte et sérieuse. Exactement. Mais après, encore une fois, pour moi, ça englobe tout ce que tu dis, mais en fait, un bon prix immobilier, c'est juste le prix auquel un vendeur accepte de vendre à un acheteur, quoi. Exactement. C'est juste ça le bon prix. Donc après, effectivement, c'est une question de négo, mais je veux dire, c'est le vendeur qui a la décision quand même au final, quoi. Toi aujourd'hui alors je sais pas si tu vas avoir cette donnée, mais les personnes que tu accompagnes, elles négocient à peu près combien généralement aujourd'hui sur leur acquisition? Alors déjà dans celles que j'accompagne, je leur donne vraiment toutes les méthodes de négociation possibles. Tu peux pas toutes les mettre en place, sinon le vendeur il se pend. Faut s'adapter au contexte et à la situation. Exactement. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus hard que ce que j'ai pu dire, voilà. Mais tu peux en fait tu as des gens qui ont un caractère facile pour négocier et d'autres ça va les gêner. Donc t'as beau leur expliquer toutes les méthodes, leur faire des jeux de rôle, leur expliquer, etc.
ils vont avoir du mal. Ils vont proposer, ils vont juste demander, et à votre avis, à combien au minimum il pourrait partir? Et là, écoutez, il a 200 000, il peut peut-être partir à 195. Ils ont déjà gagné 5 000 euros juste avec une petite phrase. Mais ils vont dire, en fait, ils sont tellement dans l'affect parce qu'ils ont eu du mal à trouver le bien qu'ils vont dire, ok, pour 195. C'est pas évident pour beaucoup de personnes. Hein, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut le prendre comme un jeu. Oui. Moi, j'ai déjà raconté sur ma chaîne, mais en fait, j'ai vraiment été éduqué à ça grâce à mon papa lorsque j'étais tout petit et qu'on faisait beaucoup de vide-grenier, beaucoup d'antiquaires, ce genre de choses. Et lorsqu'il y avait un bibelot à aller négocier, il y avait marqué, je sais pas, il valait 100 francs, c'était des francs à l'époque, hein. Ça valait 100 francs, et il m'a dit, tiens, je te donne un billet de 50 francs, va acheter l'objet. Et en fait, il m'envoyait dire un truc, voilà, et moi j'avais mon petit discours de petit Rodolphe bien rodé, c'est pour ma maman, j'aurais fait un cadeau, j'ai que 50 francs, c'était les billets bleus avec Saint-Exupéry dessus. Ouais. Et moi qui dis, tiens mon petit, parce qu'en fait les gens dès qu'ils voient l'argent, pètent les plombs. Non mais vraiment, hein. Si on avait la possibilité d'avoir des valises de billets pour négocier des biens, mais ce serait un carnage. Et après, un gros conseil aussi pour la négociation, tu le disais un peu tout à l'heure, mais c'est de ne pas avoir d'émotionnel, pas avoir d'affect et d'être vraiment rationnel. Ouais, exactement. D'ailleurs, l'un des meilleurs conseils que je peux donner aux gens qui veulent acheter par exemple leur résidence principale ou qui ne sont pas doués pour ça, il faut qu'ils fassent appel à des négociateurs en fait, à des gens que vous allez payer par rapport au pourcentage. Vous dites voilà, le bien il est à vendre 200 000 euros, moi je le voudrais à 180. Eh ben écoute, on se met d'accord sur peut-être 100 euros par tranche de 1 000 euros que tu fais gagner sur la vente ou ce genre de choses. Et là, la personne elle va négocier pour vous. Et si c'est vraiment son métier, elle va pas vous obtenir un meilleur prix. Elle va vous obtenir le meilleur prix. On en revient de tout à l'heure, il faut dire à l'agent immobilier, et c'est vrai, c'est un partenariat, on a un même objectif commun, c'est vous de vendre le bien et moi de l'acquérir. Donc, autant mettre toutes les chances de notre côté, quoi. Exactement. Carrément. On arrive un peu sur la fin de cet épisode, Rodolphe. Il y a une question qu'on aime bien poser à chaque fois en fin d'épisode. C'est si tu avais un conseil, en plus ça va bien dans le thème parce que du coup c'est sur le passage à l'action maintenant ou début 2024. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, ce serait quoi? Qu'il arrive à dire tais-toi à sa petite voix intérieure qui l'empêche d'avancer, quoi. Voilà, qu'il arrive à la tuer et qu'il se dit mais en fait personne n'a de vrais arguments pour ne pas avancer, sauf si t'es malheureusement tétraplégique au fin fond d'un lit d'hôpital. Mais autrement, je veux dire, j'ai des élèves qui sont sourds et muets, qui ont des résultats absolument incroyables. J'ai des élèves qui sont en fauteuil roulant, qui ont des résultats incroyables. Donc je suis désolé, vous avez 2 jambes, 2 bras, un cerveau qui marche, vous savez lire, vous avez rien à attendre en fait. Super conseil. Je pense que ça saura motiver la plupart des gens. Si on veut te retrouver ce que fait ton travail, ce que tu fais, on veut échanger avec toi. Alors moi c'est principalement par mail avec grande joie, contact@monsieurrodolphe.fr en toutes lettres. Et après il y a ma chaîne YouTube Monsieur Rodolphe, les investisseurs intelligents. On mettra le lien dans la description du podcast. Où je publie tous les jeudis à 16h avec un sujet différent. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Et j'ai pas de podcast, donc je ne peux pas orienter les gens sur mon podcast. YouTube, c'est très bien déjà. Voilà, c'est pas mal, effectivement. Ça permet d'aider plein de gens et c'est un super média de diffusion. Et c'est parfait. Merci pour votre invitation. Merci à toi pour la participation surtout. Et à très vite. À très vite. À très bientôt. Ciao. On fait la route ensemble. Ciao.